Alors évidemment, on est très heureux, c'est la grande soirée du Cerium, c'est celle où les chercheurs et les artisans et les journalistes, les communicateurs de l'international se joignent pour célébrer à la fois dans la recherche et à la fois dans la société les bons qualitatifs qui ont été produits par certains des membres de la société québécoise dans le champ international. Je tiens à remercier ceux qui collaborent avec le Cerium dans cette entreprise qui grandit un petit peu chaque année et qu'on veut voir grandir encore grâce à vous. Alors évidemment, nos amis de Radio-Canada, de l'émission Une heure sur Terre, qui sont nos complices depuis la genèse de cette aventure, nos amis du quotidien Le Devoir, qui cette année se sont joints à nous, nos amis du Corim, de Médecins du Monde, de la Jeune Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui se sont joints à nous cette année, et de l'Institut de recherche sur le Canada à l'Université McGill, et nos complices de toujours, de l'actualité. Je tiens à souligner également la présence parmi nous aujourd'hui de nos amis de l'Agence universitaire de la francophonie, et je suis très heureux que vous participiez à cette soirée. Donc, je vais laisser la parole à mon ami et complice dans cette aventure, Alain Saunier, qui est le directeur de l'ensemble de ce qui est nouvelles, informations, web, magazines et tout ce qui concerne l'empire informatif radio-canadien francophone, Alain Saunier. Et le tout sans convergence. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Pour une raison bien simple, c'est que j'ai l'impression qu'on partage la même passion. La passion pour tout ce qui est du domaine de l'actualité internationale, d'ouverture aussi à ce que nous, comme société, on peut avoir à l'égard de tout ce qui se passe dans le monde pour faire en sorte qu'on soit capable de pouvoir comprendre davantage le monde qui nous entoure. Et en information internationale, Radio-Canada, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont constaté et nous l'ont témoigné. On a vu depuis le mois de janvier dernier, par exemple, la couverture qu'on a faite en Haïti, le printemps arabe, le Japon, la Côte d'Ivoire, Cuba, encore tout récemment, le Rwanda, à Une heure sur Terre. Tout ça en radio et en télé. RDI est plus que jamais international. Et ça, pour moi, c'est important. C'est un défi qui est important de faire en sorte que, même dans l'information en continu, on soit en mesure de pouvoir toujours avoir un regard sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ce matin, je le signale pour mes collègues, d'ailleurs, qui y étaient, on a inauguré des nouveaux locaux à Radio-Canada, qui est le regroupement de ce qu'on appelle, nous, chez nous, le module international, c'est-à-dire tous les journalistes qui travaillent pour l'émission Une heure sur Terre, nos correspondants en résidence, je pense à Jean-Michel Leprince, Sophie Langlois et d'autres, Maxence Bilodeau. Ce sont ces personnes qui sont regroupées maintenant à l'intérieur d'un même espace de travail avec tous ceux qui, à la radio, font le même genre de travail. Donc, l'expertise en matière d'information internationale est regroupée dans un même espace pour faire en sorte qu'on soit encore plus performant et plus riche dans les contenus qu'on peut proposer sur toutes nos plateformes. J'ai toujours été, pour ma part, défenseur de ce que j'appelle une définition la plus large possible de l'information internationale. Et les gens qui me connaissent savent à quel point j'insiste là-dessus, parce que pour moi, l'information internationale, ce n'est pas que les catastrophes, les changements de gouvernement, les crises politiques. L'information internationale aussi, c'est la façon pour chacune des personnes dans son pays de vivre sa quotidienneté. Comment est-ce que les gens vivent? Quels sont leurs repères culturels? Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Qu'est-ce qu'ils vont voir comme film? Et trop longtemps, l'information internationale a été réservée aux universitaires. J'en suis, alors donc je peux en parler, et aux connaisseurs. La vision qu'à mon point de vue, on doit avoir de plus en plus, c'est que l'information internationale doit être destinée à toutes et à tous. Radio-Canada, en ce sens-là, constitue, à mon point de vue, un formidable outil pour offrir en français un regard d'ici sur ce qui se passe ailleurs, pour comprendre ce monde si proche de nous de plus en plus. Alors, si nous, on ne le fait pas, les francophones du Québec se tourneront vers quels médias? Et ça, je pense que c'est pour nous un défi qui est important. Merci au Cerium de s'associer à Radio-Canada parce que je trouve qu'on est de très bons partenaires dans cette opération-là pour soutenir donc l'action qu'on peut entreprendre en matière d'information internationale au Québec. On est fiers donc aussi d'être associés à cette remise du prix de la contribution internationale en carrière. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci.
Cette année, nous nous sommes tournés vers quelqu'un dont nous sommes très heureux qu'il soit encore parmi nous à Montréal, puisque cette année, il a 100 ans. Et vous comprenez qu'à 100 ans, il n'était pas possible pour lui d'être avec nous en personne, mais il sait que nous sommes là ce soir à parler de lui, et il saura, dans les jours à venir, comment ça s'est passé. On va lui envoyer des images de ce qui s'est passé ce soir et évidemment le prix qu'il aura. C'est la personnalité, on va vous en parler et je ne veux pas déflorer ce que vous allez entendre maintenant. On va vous présenter d'abord un petit documentaire qui a été préparé par nos amis de Radio-Canada et ensuite quelqu'un qui a subi avec grand plaisir son influence, a recueilli ses conseils. Louis-Gilles Francoeur du Devoir va nous dire pourquoi cet homme est si important dans l'histoire du Québec et dans l'histoire du monde. Et je parle bien sûr de Pierre Dansereau, scientifique et grand écologiste. Alors, je laisse d'abord nos amis de la technique vous présenter ce documentaire. Ensuite, Louis-Gilles Francoeur viendra vous en parler. Né le 5 octobre 1911 à Outremont. À l'époque, la planète est immense, avec encore de larges régions sauvages inexplorées. À peine 1,750 milliard d'humains peuplent la Terre. Pierre Dansereau vient d'une famille bourgeoise. Ses vacances dans les grands espaces de la Gaspésie marquent son enfance. Élève brillant, parfait bilingue, friand de littérature, sa facilité à s'exprimer et à écrire semble le destiner au droit. Il y fait une brève incursion, marquée par sa participation au mouvement Jeune Canada, où il côtoie André Laurendeau et Claude Robillard. Puis, surprise, en 1933, il bifurque vers l'agronomie. À l'Institut agricole d'Oka, il découvre la science. C'est le coup de foudre pour la botanique. Cette passion pour les plantes ne le quittera plus. Il devient un disciple de Marie-Victorin. Il herborise et apprend à nommer les plantes. En 1936, il quitte pour l'Europe pour y obtenir un doctorat en taxonomie végétale. Retour à Montréal en 1940. Il travaille au Jardin botanique, où il collabore avec son mentor, le frère Marie-Victorin. Si le frère Marie-Victorin avait été le géologue, je serais probablement devenu géologue, ça avait été anthropologue. Il était botaniste et c'est dans ce sentier-là que je me suis engagé pour pouvoir le suivre de très près. Pierre Dansereau voyage beaucoup. La planète est son jardin et le Brésil, sa seconde patrie. Il enseigne l'écologie à l'Université de Montréal jusqu'en 1950. En 1955, de retour d'un séjour à l'Université du Michigan, il prend la direction de l'Institut botanique. Il y attire des chercheurs de renom. L'Institut vit une véritable renaissance. En 1957, j'ai publié mon traité de biogéographie, Biogeography and Ecological Perspective, et le cinquième de la matière concerne la relation de l'homme avec la nature. En 1968, c'est le grand retour au Québec, à l'Institut d'urbanisme de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, puis, à partir de 1971, au service de l'Université du Québec à Montréal. Il y enseigne et dirige le laboratoire pour l'étude des écosystèmes et l'aménagement des territoires. En 1970, il est convié à faire des recherches sur l'impact environnemental de la construction de l'aéroport Mirabel. Il s'inspire de cette étude pour proposer un nouveau modèle de l'écosystème qui fait le pont entre la nature, la campagne, l'industrie et la ville. Une contribution remarquable à l'écologie. Pierre Dansereau aura su conscientiser des générations d'étudiants et de chercheurs au grand défi pour l'homme d'habiter une planète désormais fragile. Centenaire, il demeure optimiste et croit en la capacité de l'humanité de s'adapter. Pour cela, il prône depuis longtemps l'austérité joyeuse. Cette austérité, elle sera joyeuse en autant qu'elle sera consentie, en autant que nous serons disposés à partager, à économiser, à mettre fin au gaspillage et à la pollution. Pierre Dansereau est le père de l'écologie québécoise et un acteur privilégié d'un siècle au cours
africaine s'est redéfini le rapport entre l'homme et la nature. Je crois que l'homme viendra à bout de son plus grand ennemi qui est lui-même. Bonsoir à tout le monde. Certains passages de ce que j'ai préparé vont vous sembler peut-être redondants. Veuillez m'en excuser parce que je ne connaissais pas le travail que mes collègues de Radio-Canada avaient préparé. En 1999, je demandais à Pierre Dansereau, dans le cadre d'une entrevue, quel jugement il portait sur l'état de l'environnement au Québec. Après une seconde d'hésitation, comme si sa pensée prenait une grande respiration, il me répond « Le Québec ne rêve plus de devenir une société modèle. Voilà son problème d'environnement. Il n'est plus tiré en avant par un grand projet, comme au temps de René Lévesque. Un climat de morosité s'est installé, de repli sur soi, de chacun pour soi, qui devient une menace pour bien des espèces. En matière de gestion des richesses naturelles, le premier obstacle que nous devons surmonter, c'est d'accepter l'ordre établi, celui qui permet à chacun d'empocher salaire et profit, comme s'il s'agissait d'une loi immuable, sans penser aux conséquences. Et en faisant de moins en moins de place à ceux qui voient la société de façon créatrice, c'est-à-dire les chercheurs et les artistes. C'est cet homme qui répond à une question d'environnement par une radiographie sociopolitique du Québec que je vais vous présenter ce soir parce que cette réponse donne à la fois la clé de sa vision bien particulière, qui en a fait un des grands pionniers de l'écologie scientifique à l'échelle de la planète et un humaniste engagé. Le Devoir étant à une rue du Titanic de l'UQAM, ce qu'on appelle aujourd'hui l'édifice Pierre Dansereau, où M. Dansereau a dirigé son réputé laboratoire pour l'étude des écosystèmes et de l'aménagement du territoire, un labo qu'il a dirigé d'ailleurs de sa nomination comme professeur émérite en 1989 jusqu'à sa retraite en 2005, imaginez. Il m'arrivait, en sortant de ma voiture le matin, d'aller prendre un café à son bureau où ce géant du savoir me mettait immédiatement à l'aise avec son éternel sourire un brin malicieux. Je me regardais comme ça. Son ton posé et serein et surtout sa finesse de pédagogue absolument exceptionnelle. Il m'accordait le privilège de discuter, de critiquer très amicalement mes articles et je profitais de son immense savoir pour tester des hypothèses dans différents dossiers, ne révélant évidemment à personne que je pouvais compter, dis-je, sur un conseiller de cette trempe. Seriez-vous surpris si je vous disais qu'il a été pour moi une source d'inspiration majeure dans mon travail, tout comme ce fut un mentor pour des centaines, voire davantage, d'étudiants et de chercheurs. Je regrette donc très, très sincèrement, comme vous tous ce soir, que nous ne puissions bénéficier de sa compagnie et celle de son épouse Françoise en raison de leur état de santé. Et c'est vraiment pas une formule de circonstance qui m'amène à leur souhaiter encore de très nombreux jours heureux, parce qu'ils sont ensemble depuis près de 75 ans, sinon un petit peu plus. Cet homme remarquable qui a atteint cette année ses 99 ans bien comptés, et en fera 100 le 5 octobre, mérite plus que tout autre le titre de personnalité internationale québécoise pour sa carrière, dont vous l'honorez ce soir. L'Encyclopédie Britannica le considère d'ailleurs comme un des fondateurs de l'écologie contemporaine et le Biographical Center de Cambridge le considère comme l'un des 2000 scientifiques qui ont le plus marqué le 20e siècle. On lui a décerné tellement d'honneurs que la lecture de la liste de ces honneurs en serait absolument fastidieuse, je vous l'assure, ça fait plusieurs pages. Et je résume en disant qu'on lui a décerné simplement plus d'une quinzaine de doctorats honorifiques. Mais il faut surtout retenir que Pierre Dansereau a été le pionnier de la science de l'écologie au Québec et qu'il a marqué de façon indélébile cette science elle-même de plusieurs façons, notamment par plus de 600 écrits scientifiques. Malheureusement, la seule synthèse globale de cette énorme contribution majeure à la science n'est pour l'instant disponible qu'en portugais, un travail signé par ses amis universitaires brésiliens. Un peu paradoxal. Sa curiosité qui ne s'est jamais démentie
l'a finalement conduit très tôt vers de nombreuses disciplines. On l'a mentionné tantôt comme le droit et la politique. On raconte qu'un jour, le premier ministre Taschereau dira de lui dans un discours que, et je cite, « Ce jeune homme brandit les encycliques d'une main et du vitriol de l'autre. » Il était un des précurseurs de ce qu'on pourrait appeler la Révolution tranquille. On le retrouve ensuite à l'Institut agricole d'Oka, où il décroche un baccalauréat en 1936, l'année où il marie sa femme actuelle, Françoise. Il file ensuite en France et en Suisse, où il décroche un premier doctorat à l'Université de Genève en 1939. Et ça portait précisément sur les classifications végétales. Comment se surprendre alors de l'entendre un jour me dire, en prenant une marche dans le Vieux-Montréal, qu'il adorait se promener sur le Mont-Royal, où, disait-il, « J'ai le plaisir de saluer les fleurs par leur nom ». On le retrouve ensuite aux côtés du frère Marie-Victorin, au Jardin botanique, un autre de nos géants qui lui servira de mentor à plusieurs égards. On lui confie alors un des tout premiers cours d'écologie jamais dispensés à l'Université de Montréal. Mais le poste de chargé de cours devient trop vite étroit, même s'il finit par l'occuper pendant une dizaine d'années. Il se penche à cette époque sur les interrelations entre les agents et les fonctions des écosystèmes dans une perspective multidisciplinaire, ce qui était tout à fait nouveau, parce qu'à ce moment-là, c'était un champ réservé essentiellement à la biologie. Et l'humain prendra ainsi de plus en plus de place comme élément constituant des écosystèmes dans toute sa pensée. C'est d'ailleurs un des pivots de ce qu'il apporte à la science de l'écologie dans ces années où, en quelque sorte, il agissait comme un précurseur. Il sera un des premiers, d'ailleurs, à analyser les sociétés humaines selon une matrice d'écosystèmes, avant de finir par intégrer les humains complètement dans cette vision écosystémique dans des écrits ultérieurs. Mais ces idées novatrices dérangent. Et pour être moins à l'étroit, il accepte un poste de professeur à l'Université du Michigan. Il reviendra à Montréal quelques années plus tard, de 55 à 60, où là, il va diriger l'Institut du Jardin botanique en même temps qu'il enseigne et agit comme doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Montréal. C'est à cette époque qu'il va publier Biogeography and Ecological Perspective, dont vous avez vu le livre tout à l'heure à l'écran. Et il s'agit d'une synthèse absolument incroyable, une synthèse des connaissances de l'écologie d'à peu près toute l'époque des années 50, qui s'ouvre sur l'humain, c'est ça le chapitre dont il parlait, comme objet d'analyse dans une perspective multidisciplinaire, les deux volets où il innovait parce qu'il introduisait l'humain et la perspective multidisciplinaire. Ce livre sera d'ailleurs à l'origine de sa réputation internationale, de chercheur de très haut niveau. Mais au Québec, le conservatisme de son milieu académique et du gouvernement Duplessis l'incite à retourner une deuxième fois aux États-Unis, cette fois comme professeur de botanique et de géographie à l'Université Columbia et comme directeur adjoint du Jardin botanique de New York, rien de moins. Il revient à l'Université de Montréal en 1968. Ses recherches l'amènent alors à se pencher sur les structures de la végétation. Il avait commencé par étudier seulement les plantes, maintenant c'est comment elles fonctionnent ensemble. Il se fait plaisir, il travaille d'ailleurs sur le terrain et sur différents continents à étudier les différentes strates qui composent la végétation des forêts tropicales, arctiques et tempérées. Des travaux, et les chercheurs vous le confirmeraient, qui font toujours autorité dans le domaine. C'est donc à lui, à l'époque, qu'on confie le soin de définir dans l'Encyclopédia Universalis de 68 la définition de la biogéographie, dont il a pratiquement inventé le terme par son ouvrage, et ainsi qu'on lui demande de définir dans l'écosystème planétaire le Canada. La place qu'il fait désormais aux humains, dans sa perspective écologique globale, l'amène à écrire en 1964 un petit ouvrage très méconnu, « Contradiction et biculture », une sorte d'essai, pourrait-on dire, sur cet écosystème culturel un peu particulier qu'est le Canada. Dans le film que son cousin Fernand Dansereau lui a consacré en 2001, intitulé « Quelques raisons d'espérer », Pierre Dansereau explique, et je cite, « Les véritables problèmes d'environnement, ce sont la pauvreté, l'ignorance et la pollution. Ce sont des problèmes sociaux. Efficacité et compétition sont des concepts dont il faut se débarrasser.
au profit d'une vision plus généreuse qui a fait école et qu'il nommait l'austérité joyeuse. Mais tous ces livres aujourd'hui, et il y en a 3 dans les 2 dernières semaines, qui disent qu'il est temps d'envisager non plus de la croissance, mais de la décroissance planifiée, avant que l'épuisement des ressources ne nous l'impose brutalement, cette décroissance, déboise en réalité un sentier qu'avait déjà tracé Pierre Dansereau bien des années avant tous ces livres. Son austérité joyeuse n'exigeait toutefois pas de nous dépouiller de nos biens comme saint François d'Assise, à qui il voit une grande admiration, tout comme à Pierre Teilhard de Chardin, dont il pouvait discourir pendant des heures. Dans l'excellente biographie signée par Thérèse Duménil, qu'elle lui consacrait en 1981 et qui s'intitulait « L'écologiste aux pieds nus », Dansereau s'explique. « Pour moi, l'art de vivre consiste à équilibrer ces contradictions, non à les résoudre. » Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Cet universitaire, consulté régulièrement par les ministres et chefs d'entreprise, ne gênait pourtant pas pour prendre position dans des dossiers environnementaux majeurs. Il s'est opposé au projet de René Lévesque de créer des plages sur la rive fluviale devant Longueuil. Il a pris fermement position contre la privatisation du mont Harford. Et dans une des dernières rencontres que j'ai eues avec lui, il s'offusquait de voir les frais d'accès aux réserves et parcs nationaux augmenter parce que, disait-il, c'est des services publics de base pour réussir à avoir un peu de paix dans l'existence. Écologiser, disait-il un jour dans une autre entrevue, signifie prendre des décisions avec une vue globale de leurs répercussions, autant sur l'état des ressources que sur le mieux-être général. C'est exactement le contraire, insistait-il, que de laisser le marché dicter l'évolution de notre exploitation des richesses naturelles et de la redistribution des richesses. Dommage qu'il ne soit pas présent dans le dossier des gaz de schiste présentement. Pour lui, le vent de privatisation actuel est une sorte de temps mort dans l'évolution de l'histoire humaine. Il n'y voyait pas un retour en arrière, sans doute parce que c'était un éternel optimiste. Je veux être, disait-il en conclusion d'une autre entrevue, de cette confrérie-là, de cette franc-maçonnerie d'hommes de science qui croient que nous avons ce qu'il faut pour être heureux. D'abord, ce qu'il faut pour être juste, et que nous nous servirons positivement de tous les instruments que nous avons créés au cours de ce siècle, de ce millénaire, pour établir une solidarité biologique, une solidarité qui commence avec les plantes et les animaux et qui s'étend aux humains, ou qui part des humains pour redescendre vers les animaux et les plantes. Et je vous laisse sur une phrase qu'il aimait souvent répéter. Nos faillites, disait cet amoureux de la vie et de la planète, sont celles uniquement de notre imagination. Une faculté qu'il jugeait essentielle pour les chercheurs, ces prospecteurs du mystère, dont il demeurera un modèle pour longtemps. Merci. Alors, merci beaucoup, Louis-Gilles. Je pense que tu as bien démontré que tu étais le choix idéal pour faire cette présentation. Tu es vraiment un passeur de sciences écologiques. On est très heureux que tu sois avec nous et de te lire tous les matins. Et donc, j'appellerai la demoiselle qui va prendre le prix et aller le porter à son parrain. Et donc, il a la chance d'avoir Pierre Dansereau dans sa vie, Marie Dansereau, qui, en plus d'être la filleule de Pierre Dansereau, est de l'équipe de l'Arche, donc il fait un travail remarquable tous les jours de sa vie. Marie, s'il te plaît. Et voici le prix. Oh, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci beaucoup à Louis-Gilles Francoeur pour la belle et touchante présentation qu'il a faite de Pierre. Merci aussi aux journalistes de Radio-Canada pour le vidéo. Comme certainement les organisateurs de cette soirée et peut-être aussi beaucoup d'entre vous, j'aurais de beaucoup préféré que mon oncle Pierre puisse être ici parmi vous ce soir et recevoir l'hommage qu'on lui fait.
Je sais que ça aurait été un bonheur immense pour lui d'être parmi vous. Et j'avoue que je me sens particulièrement petite en ce moment pour représenter ce grand homme. Mais bon, en son nom, et paradoxalement, je suis quand même très honorée qu'on m'ait invitée pour recevoir ce prix pour lui. Alors, en son nom, mais malheureusement sans son talent et sans son éloquence, je vous remercie de tout cœur pour ce prix. Vous savez, au Québec, il y a de grandes familles qui font leur marque. La famille Gérin-Lajoie, par exemple, qui a fait sa marque dans plusieurs champs d'activité. Et la famille David aussi. La famille David, il y a Françoise, il y a Charles-Philippe, il y a un juge, mon ami, mon partenaire. Et puis nous, on a réussi à l'Université de Montréal à avoir une partie de cette famille qui fait monter, disons, la moyenne intellectuelle du bassin familial. Et j'ai la grande joie, moyenne qui était déjà très élevée, évidemment. J'ai la grande joie maintenant de l'avoir comme une de mes patronnes. Elle était à l'Université de Montréal un bout de temps. Ensuite, le ministère de l'Éducation nous l'a empruntée. On l'a reprise. Et maintenant, elle est vice-rectrice et elle représente ce soir le recteur, la vice-rectrice Hélène David. Bravo. Il ne m'avait pas averti de ce genre de présentation familiale, vraiment. J'ai la même voix, il paraît, un petit peu que ma sœur Françoise, mais on se ressemble pas. On se ressemble, oui, oui. J'aime beaucoup ma sœur. Et mon petit frère. Alors, écoutez, merci beaucoup. Merci Jean-François. Je suis vraiment très, très, très fière. Je vais essayer de ne pas trop sortir du discours parce que vous savez, quand on représente officiellement le recteur, on veut traduire exactement sa pensée, mais je veux quand même vous dire à quel point on est fiers à l'Université de Montréal d'avoir des soirées comme celle-ci, d'être partenaire avec une autre institution extraordinaire qui est celle de Radio-Canada, d'avoir autant de gens de partout qui viennent. Le Devoir, qui est une autre institution québécoise absolument fabuleuse. Alors, j'ai eu la chance de participer à cette table qui a choisi différentes personnalités pour les prix de ce soir. Et le Cirium pour l'Université de Montréal est vraiment quelque chose, une vitrine absolument exceptionnelle. Je pense que Jean-François Lisée, avec tous ses collègues, font un travail qui permet de montrer une partie, mais pas n'importe laquelle, mais une partie importante de ce qu'est l'Université de Montréal, une université qui est ouverte sur le monde, sur la diversité, sur l'excellence de la recherche. Et Jean-François a beaucoup de travail à essayer justement de montrer tout ce que l'Université de Montréal fait d'exceptionnel en matière internationale. Cette année, le prix de la meilleure thèse internationale est remis, et j'en suis vraiment très, très, très fière, à M. Landry Signé pour sa thèse intitulée « Innover en politique, les acteurs internationaux, régionaux et nationaux en stratégie de développement économique en Afrique » et dirigée par le professeur Mamoudou Gazibo du département de sciences politiques. Alors, j'invite M. Signé à se joindre à nous. Félicitations. Je vous remercie, Madame la rectrice Hélène David. Suppléante. La rectrice suppléante, Madame la vice-rectrice Hélène David, pour cette présentation ô combien dithyrambique. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de vous transmettre mes chaleureuses salutations. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois et que je m'exprime devant vous ce soir. Ce prix de la thèse internationale de l'année, qui représente un immense honneur pour moi,
va au-delà de mon travail. Il attire l'attention sur un phénomène d'actualité, le rôle des acteurs internationaux, régionaux et nationaux dans les processus politiques et économiques en Afrique. Nous penserons au cas de la Côte d'Ivoire, de la Libye, entre autres. Cette récompense donc constitue le plus grand des encouragements à aller de l'avant, à poursuivre avec cette contribution en études internationales. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude au Cerium, également à son directeur exécutif, qu'on ne présente plus, pour l'organisation de cette cérémonie mémorable. Je remercie donc les membres du jury, les membres du conseil scientifique du Cerium, pour avoir porté un jugement sans concession, mais très pertinent sur la qualité de mes travaux, et également pour avoir décidé de me décerner ce prix. Plusieurs personnes ont significativement contribué à la réalisation de cette thèse. Le premier d'entre tous est mon directeur, Mamoudou Gazibo. Lève-toi, Mamoudou. Je tiens à remercier Mamoudou Gazibo. Mamoudou, je tiens à te remercier pour ton support et pour ton encadrement exceptionnel. Je dédie enfin ce prix à toutes les personnes et à toutes les institutions qui, comme le Cerium, contribuent au niveau international, régional, national ou même local à la réalisation d'un monde meilleur, mais aussi, et j'attirerai l'attention parce que l'Afrique est parfois oubliée, à la prospérité du berceau de l'humanité et de l'Afrique en miniature. Merci beaucoup. Et je voudrais que vous me donniez deux petites minutes à peine, parce que Jean-François, tu sais à quel point à Radio-Canada, nous sommes des passionnés d'information internationale, d'ouverture sur le monde. On y croit, j'ai qu'à voir mes collègues qui sont là, Gilles Goujon, Raymond Saint-Pierre, Jean-Michel, des personnalités qui ont incarné ça depuis des années. Et je voudrais, parce que personne ne va le faire, et je vais le faire, je voudrais, Jean-François, te remercier. Parce que je pense, tu m'as dit en fin de semaine, on était au Salon du Livre, ça fait 7 ans que le Cerium a été créé. Et je pense que ce que vous avez apporté depuis 7 ans est exceptionnel. Et c'est grâce à toi en grande partie. Et c'est à cause de toi qu'on est ici, donc qu'on donne ces prix-là. Donc, je voudrais te remercier. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et on poursuit avec le but de notre show ce soir, tous les deux. The show must go on. Le temps est donc venu de remettre le grand prix de la soirée, le prix de la personnalité internationale de l'année. C'est un prix qui est décerné à un Québécois dont l'activité internationale a connu un bond qualitatif dans une période récente et qui a fait une contribution remarquable dans son domaine pour le rayonnement du Québec dans le monde ou pour une meilleure compréhension du monde par les Québécois. Il ne s'agit donc pas d'une personnalité qui a déjà fait une longue carrière ou dont l'activité internationale est fermement établie, mais d'une personne dont l'action récente a fait de lui un acteur émergent, quel que soit son âge, de la vie internationale du Québec. Les candidats peuvent provenir du monde universitaire, mais aussi du monde des lettres, de la culture, du sport, de la diplomatie, de l'entrepreneuriat, bref, de toutes les facettes de la vie internationale, avec 3 exceptions. Il ne peut pas travailler pour le Cerium, ni pour Radio-Canada, ni pour Le Devoir, qui est un co-commanditaire de ce prix. Cette année, le jury a étudié une vingtaine de candidatures. Et je voudrais demander aux membres du jury de se lever à l'appel de leur nom pour qu'on les applaudisse collectivement ensuite. Oui, à la fin donc de l'énumération, et par ordre alphabétique, André Bertrand, directeur général de Médecins du Monde. Vous pouvez vous lever, André.
Non, Non, après. Non, pas tout de suite. Josée Bellemare, Suivez. réalisatrice, coordonnatrice d'Une heure sur Terre, qui malheureusement ne peut pas être ici ce soir, mais vous pourrez l'applaudir tout à l'heure. Hélène David, que vous connaissez déjà, qui était donc membre du jury, vice-rectrice à l'Université de Montréal. Bernard Descoteaux, directeur du Devoir. Alexandre Douard, président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Dany Laferrière, homme de lettres et lauréat 2010. Antonia Maioni, directrice de l'Institut d'études canadiennes de McGill. Et toi aussi, tu étais membre du jury. Et toi aussi, je me souviens que tu étais Et là. j'y étais. Alors, c'est du... je ne sais pas comment on appelle ça. Bravo. Alors, de toutes les candidatures que nous avons reçues ou retenues, on a dégagé en fait de tout cela 5 finalistes qui illustrent, vous allez le voir, c'est vraiment des personnages exceptionnels, qui illustrent donc en un sens le très grand foisonnement d'activités internationales des Québécois au cours des derniers mois. Madame Régine Chassagne a su charmer le public international au moyen de son talent, de son énergie et de la candeur qu'elle laisse transparaître. Sous ses habits excentriques et ses performances endiablées, on trouve une femme authentique, engagée et près de ses racines. Elle a accompli cette dernière année son bond qualitatif, car Arcade Fire, le groupe rock qu'elle a fondé avec son mari Win Butler, réussit à s'établir comme une des formations les plus en vue de la scène internationale, raflant plusieurs prestigieux prix aux Juno, aux Grammy et aux Brit Awards. Au sommet de sa gloire, au début de sa gloire, Régine Chassagne, née au Québec d'une famille française originaire d'Haïti, prend le temps de fonder le groupe Canpé, qui vient en aide à des familles pauvres d'Haïti. Régine Chassagne est en tournée internationale. Elle vous relaie ses remerciements et son émotion d'avoir été retenue comme finaliste pour ce prix. Parlons d'une récente performance de Yannick Nézé-Séguin avec l'Orchestre philharmonique de Londres. Un critique européen écrivait « Le Canadien déborde d'énergie et dirige comme s'il voulait enlacer la terre entière. On pourrait même dire que sa baguette est le prolongement de son cœur. » L'énergie contagieuse et le talent incontestable de Yannick Nézé-Séguin lui auront en effet permis de conquérir le cœur de nombreux publics à travers le monde, New York, Milan, Londres, Rotterdam ou Philadelphie. Mais si ses bras tendent à embrasser la terre entière, on peut dire, suivant l'image du chef d'orchestre, que ses 2 pieds, eux, sont restés fermement ancrés au Québec. À la tête de l'Orchestre métropolitain de Montréal, depuis maintenant 11 ans, il a su redonner au public montréalais les fruits d'un travail nourri ici, mais aussi à l'étranger. Les années 2010 et 2011 sont les années Nézé-Séguin, d'une certaine façon, car il est depuis juin dernier Music Director de l'Orchestre de Philadelphie. Il était en décembre dernier au Metropolitan à New York pour diriger Don Carlos de Verdi, et il sera pour la première fois en juin prochain au pupitre à la Scala de Milan pour une présentation de Roméo et Juliette de Gounod. Contribuer à l'instauration et à la sauvegarde de la démocratie issue de la révolution tunisienne. Voilà l'ambitieux objectif que ce spontané véhicule d'expression s'est donné au moment de sa création. Il s'agit du Comité de solidarité Tunisie-Canada. Fort d'abord d'avoir pu mener le gouvernement canadien à présenter un projet de législation visant à faciliter le gel des actifs des membres de régimes corrompus et de leurs proches, le collectif a aidé à organiser l'importante manifestation du 14 janvier 2011 qui a mobilisé à Montréal quelques milliers de personnes désirant exprimer leur soutien à la révolution tunisienne. La porte-parole du mouvement, une des 2 porte-paroles du mouvement, Sonia Djelidi, traduit bien l'arc-en-ciel identitaire qui rayonne dans beaucoup de Québécois lorsqu'elle écrit « On m'a identifié comme musulmane, québécoise d'origine arabe. Je ne suis pas que ça. Je suis avant tout une femme, citoyenne du monde, humaniste et progressiste. Certes, musulmane croyante, au même titre que le sont la majorité des Québécois se disant de confession chrétienne, ni plus ni moins. Mes racines sont montréalaises, québécoises, canadienne, mais aussi tunisienne et arabe. L'identité n'est pas statique, elle se façonne au gré des années et des expériences. Voilà où j'en suis aujourd'hui, à l'aube de la trentaine.
Ces deux finalistes sont parmi nous. Ils sont ici. Levez-vous, ça Sonia. vaudrait la peine de vous voir. Et Haroun. Bravo. Bravo. Suite au tremblement de terre de janvier 2010, le Parlement haïtien fut la première institution publique haïtienne à reprendre ses activités. Le rôle joué par David Payne dans la réussite de cette mission fut déterminant. Sur les lieux au moment du séisme, David œuvrait en Haïti à titre de conseiller spécial à la modernisation du fonctionnement des institutions parlementaires haïtiennes. Tout un mandat. Ce jour-là, alors qu'il s'apprête à célébrer ses 66 ans, il se retrouve à la tête d'une équipe de sauvetage chargée de rescaper les victimes des décombres du palais présidentiel. Quelques jours plus tard, il rassemble une 50aine de députés sous un arbre, et ça s'est vraiment passé, pour relancer les travaux parlementaires. Dans un texte, d'ailleurs, qu'il nous a envoyé, parce que malheureusement, David ne peut pas être ici ce soir, il témoigne de son expérience, et je le cite. « En procédant sans délai à extraire les morts et les vivants des décombres du Parlement, je me suis trouvé seul, à l'exception d'une douzaine de jeunes qui ont sauté la barrière du Parlement. » Excusez-moi, c'est écrit assez petit, Jean-François. Regarde, prends le mien, là. Non, ça va. C'est ton imprimante. Ils avaient un objectif, voler les porte-monnaies des victimes ainsi que leurs armes à feu. Les membres du personnel terrifiés ont abandonné les lieux pour partir à la recherche de leur famille. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième, le gouvernement montre très peu d'intérêt à voir le Parlement haïtien renaître. D'ailleurs, il s'étonne de voir la détermination du Parlement de proclamer son existence et sa souveraineté une semaine après le séisme, si longtemps et longtemps avant les ministres et la présidence elle-même. Le Parlement décide, dans un bâtiment désaffecté et insalubre, de se réunir et de délibérer tout en construisant une station de radio pour diffuser ces informations chaque jour. Troisième témoignage de David Payne. Depuis 1 an, nous avons siégé dans des conditions les plus insalubres, mais nous avons adopté un nombre impressionnant de lois et créé de nouveaux ministères, dont celui des Finances et de la législation. David Payne, donc un Québécois à l'étranger, un grand Québécois à l'étranger. Le 5e finaliste, vous l'aurez compris, est notre lauréat cette année. Et pour nous le présenter, rien n'est plus approprié que de demander au lauréat de l'an dernier, Denis Laferrière, de nous dire pourquoi le choix du jury s'est porté sur ce Québécois en particulier. Denis? Bonsoir. Moi, j'ai rencontré Jean-François Lisée au Salon du Livre de Québec. Il m'a dit, vous aurez à faire cette présentation, je le savais déjà, mais votre texte, moi, je n'ai pas l'habitude d'écrire ce que je vais lire. Moi, je n'écris que pour faire des livres, sinon je suis encore au stade oral. Et très étrangement, parce qu'il me l'a dit, j'ai paniqué. Je me suis dit, il faudra bien écrire. Il m'a dit que ce sera très bref, et les autres seront encore plus brefs. Mais j'ai bien vu, Louis-Gilles Francoeur était très bref. C'est toujours cela. Et dès que les individus sont en présence, sont en un certain nombre, le théâtre humain est là. C'est-à-dire, vous arrivez tout calme, tout cool, comme dirait ma fille, et vous vous retrouvez dans l'angoisse. Brusquement, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, vous n'êtes pas prêt. Je signale que Louis-Gilles Francoeur a été formidable et m'a présenté un grand Québécois que je connaissais de loin, dont je ne connaissais pas l'intimité. L'intimité aussi à Mademoiselle Dansereau. J'ai dit Mademoiselle à cause de l'âge de son parrain. On ne peut pas accoter ça. Et donc, j'étais là, tout simplement, tout calmement, et brusquement, cette angoisse de mal faire. Heureusement, on m'a évité de présenter les candidats, et ensuite on m'a évité aussi la biographie, disant que c'est pour l'année, et c'est pour ce qu'il a fait. Donc, le lauréat de cette année, Denis Villeneuve, l'homme international de l'année au Québec par le Serium et Radio-Canada, c'est ce cinéaste hors pair, je dirais carrément ce poète,
est ce lauréat. Et c'est intéressant parce que je l'ai croisé au tout début de sa carrière, quand il avait son premier film. Nous étions très peu nombreux à l'ONF à voir ce film. Je crois que c'est Fast Forward ou Reward ou quelque chose comme ça. Vous savez, les jeunes gens sont comme ça, plus ou moins excités avec la caméra. Imaginez Fast Forward ou Reward, et c'était cela. Je me souviens, ma femme était là. Elle a dit, je le tourne. Il a beaucoup de talent, mais trop pour nous. Et je me suis dit, à ce moment-là, son talent, ce sera de ralentir son rythme, de devenir un peu plus conservateur. C'est terrifiant à le dire. Les jeunes gens commencent révolutionnaires et finissent dans leur plénitude, leur maturité, en ralentissant, en nous permettant à nous autres, les assis, de comprendre ce qu'ils font. Et il a fait d'autres œuvres extrêmement importantes. Et il a fait ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, dont on a entendu parler cette année, Incendie. Et le jury, dont on vous a présenté tout à l'heure, les membres, nous avons choisi cette œuvre d'abord pour la qualité de l'œuvre. Cette œuvre a impressionné le jury par cette forme audacieuse qui reste pourtant accessible. C'est pas facile. Et un contenu solide, authentique et résolument contemporain, tout en étant intemporel. Ça, c'est encore plus rare. Ce sont là les caractéristiques d'une œuvre majeure. Et c'est une grande joie à chaque fois de saluer un nouveau poète. Il faut remonter quand même à sa source, à la source de l'œuvre, pour comprendre ces courants de sensibilité, parfois opposés, qui irriguent et vivifient le film de Villeneuve. La source d'Incendie n'est pas pure, elle est hybride, donc humaine. Un dramaturge moyen-oriental s'unit à un réalisateur du Nord pour donner une œuvre qui touche fortement les uns et les autres. A souligner qu'Incendie de Villeneuve n'est pas une adaptation de la pièce de Wajdi Mouad, mais une recréation. L'originalité vient du fait qu'on n'attendait pas d'un cinéaste d'un pays qui n'a pas le sang et la guerre dans ses veines, que ce cinéaste puisse produire une éponge de sang, sanglante, mais juste et sans complaisance. On se croyait loin de telles préoccupations ici, mais l'engouement du public québécois nous rappelle que le Québec y est sensible. On l'a d'ailleurs vu, ce Québec-là, monter au créneau à chacune des tragédies contemporaines. Haïti, le Japon et d'autres. Comme s'il était, ce peuple québécois, presque plus sensible que son élite. Par cette œuvre et son succès, puisqu'il est acclamé dans des festivals et par une critique internationale, Denis Villeneuve donne une image nouvelle du Québec. Une société moderne, hybride et ouverte. Ce n'est pas ou ce n'est plus le Québec des cartes postales hivernales, des ours polaires et autres. Villeneuve nous pousse alors à une réflexion interne sur l'irritante question du jour, la place du nouveau venu dans notre identité. Doit-il complètement s'y intégrer, ce nouveau venu, au risque de se désintégrer? Ou doit-il garder un peu de sa culture afin d'enrichir sa nouvelle société? Le tandem Mouad-Villeneuve plaide plutôt pour la contribution que la simple intégration. Voilà un chemin neuf et étroit qui deviendra plus tard le boulevard qu'emprunteront nos artistes. Incendie, le feu est pris, le vieux monde est en danger. Villeneuve est l'homme du jour, que dis-je, de l'année.
Chapeau, l'artiste. Denis Villeneuve, depuis 2 ans, est constamment en travail, un peu loin de sa famille, et avait prévu quitter ce matin pour être seul avec son épouse dans un endroit où il n'y aurait même pas Internet. Il a tenté d'évoquer la possibilité de retarder son départ d'une journée, mais on a considéré finalement que ce ne serait pas le meilleur cadeau à faire. Et on a promis que l'an prochain, le jury se réunirait plus tôt, désignerait son gagnant et choisirait la date du gala en fonction des disponibilités du gagnant. Alors l'an prochain, on vous promet un gagnant. Mais je dois vous dire, sur place, quoique, ce n'est pas terminé, mais je dois vous dire que lorsque j'ai dit à Denis Villeneuve que le jury l'avait choisi, qu'il a regardé son horaire, il est venu en disant « Écoutez, je ne peux vraiment pas faire ça à ma douce. Voulez-vous choisir quelqu'un d'autre? » Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit « Évidemment, non, on a d'excellents autres finalistes, mais on ne va pas se réunir une deuxième fois parce que c'est lui l'homme de l'année. » Alors, hier matin, dans les locaux de tournage d'1 heure sur Terre, il a pris le temps de nous dire ce qu'il pensait de ce prix. Écoutons-le. Bonsoir tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir parce que recevoir ce prix international, c'est ironique, mais je suis en dehors du Canada ce soir. Ça me touche, c'est un prix qui me touche vraiment, sincèrement. C'est un prix sur l'ouverture aux autres, c'est comme ça que je le vois. Et c'est une qualité, c'est quelque chose qui m'est cher, qui me touche profondément, que j'ai envie de partager aussi avec Wajdi Mouawad. Si le film a des qualités universelles, je le dois à la pièce. Donc, je partage ça avec Wajdi qui a écrit la pièce. Et avec mon équipe aussi, qui, dans la fabrication même du film, le film a été fait avec des gens qui venaient de France, du Maroc, de Tunisie, des gens qui venaient de la Syrie, du Liban, de la Palestine, qui venaient de Jordanie, d'Irak aussi. Des gens qui, donc, de Belgique. Il y a des gens de partout qui ont participé à la fabrication de ce film. Et donc, dans la fabrication même du film, l'équipe, je crois, mérite aussi ce prix dans la mesure où ça a été fait avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de désir de partager le cinéma avec les autres. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie le Cérium, je remercie 1 heure sur Terre pour cet honneur qui m'a fait ce soir. Je vous remercie sincèrement. Alors, merci à tous. Pour clore cette soirée, je demanderai au 3e partenaire du Tabouret, qui est le gala du Cérium, Bernard Descoteaux, le directeur du Devoir, à venir prononcer les mots de clôture. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, vous permettrez d'abord de saluer mes collègues du Devoir, mais aussi ici des contributeurs, des collaborateurs du Devoir qui sont du milieu universitaire. Et j'aimerais leur dire, profiter de l'occasion pour leur dire qu'ils sont très importants pour nous. Membres du jury, je voudrais dire que nous avons eu une délibération vraiment difficile. Nous avons retenu 5 finalistes et ce n'est pas un jury de thèse. C'est très subjectif. On était 2, 3 journalistes à bord du jury. On nous demande, les journalistes, l'objectivité. Nous préférons la subjectivité. Alors, mais malgré tout, c'était un choix vraiment difficile à faire. Et je pense que ça témoigne de la qualité de la présence internationale du Québec, de la présence des Québécois dans le monde. Une présence qui est vraiment très grande. On soupçonne peut-être pas toujours à quel point il y a des Québécois qui sont présents à travers le monde. Et je pense qu'on peut l'expliquer tout simplement par le gène de l'explorateur, un gène de l'explorateur qui est typique à la société canadienne-française qui remonte à la Nouvelle-France et aux années qui ont suivi, aux époques qui ont suivi. Et on a exploré le Canada, l'Amérique du Nord, on explore le monde et ça se poursuit. Je voudrais signaler une chose qui
qui est assez unique. Dans les 5 finalistes, à l'exception de David Payne, qui est plus vieux, ce sont tous des jeunes, des gens de génération de 30 ans, de 20 ans. C'est vraiment exceptionnel. Et il y a une tradition qui s'est développée d'une présence internationale qu'on doit, je pense qu'on devrait leur donner un prix aux gens qui ont inventé l'Office franco-québécois pour la jeunesse, aux professeurs qui ont inventé les stages à l'international dans les écoles secondaires. Ça fait connaître le monde. Et cette relève-là est importante. Il y en a ici ce soir. Je voudrais en signaler deux jeunes que j'ai rencontrés. Une étudiante en droit qui s'appelle Marie-Claude, qui a fait 21 ans, 22 ans, qui a déjà fait 1 an complet de coopération internationale en Afrique, au Niger et en Haïti. Ludovic, qui est aussi étudiant en droit, lui, à l'Université McGill, qui a fait plusieurs mois de coopération au Cameroun. Et dans le fond, c'est cette présence-là qui va se perpétuer. Il y a une relève, et je pense que c'est le prix du Cérium de la personnalité internationale. On va continuer à avoir un problème de choix parce que de plus en plus, les Québécois sont présents à l'international. Alors à tous, merci beaucoup. Merci au Cérium d'avoir continué à organiser cette édition et à la prochaine année. Merci. Merci Bernard, merci. Alors tout à l'heure, au début, j'ai nommé tous les collaborateurs qui sont venus, mais évidemment, vous êtes encerclés d'universitaires, nos amis de McGill et les gens des unités du Cérium ainsi que leurs invités. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Ayez l'œil sur l'activité internationale des personnes émergentes dans l'année qui vient. L'appel aux candidatures va commencer probablement dès décembre ou tout début janvier et on vous donne rendez-vous l'an prochain pour le prochain gala des prix du Cérium. Merci.